Salut les lectrices et les lecteurs! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super semaine et que vous avez fait de bonnes lectures. Pour ma part, ça a été une semaine plutôt tranquille avec une lecture de 2 romans et de 2 mangas. En fait, en ce moment, je travaille beaucoup sur la correction de mon propre roman qui s'intitule Les Grands-mères dans l'espace. Et j'avoue, c'est hyper chronophage et donc j'ai assez peu de temps pour lire et assez peu d'énergie pour lire. Du coup, là, quand j'ai eu terminé mes 2 romans, je me suis dit que j'allais lire un peu des mangas pour que ça soit plus cool. Surtout, vous allez voir les 2 lectures que j'ai eues. D'ailleurs, c'est pas 2 romans, c'est un roman et un essai. C'était psychologiquement assez difficile pour des raisons diverses. D'ailleurs, j'arrête de vous teaser. On y va tout de suite avec mes lectures de la semaine. Tout d'abord, j'ai lu 1000 morceaux de cœur brisé de Tilly Cole. C'est un tome 2 dont le premier tome était 1000 baisers pour un garçon, que j'ai lu il y a pas très longtemps. 1000 morceaux de cœur brisé, donc c'est un tome 2 qui a été écrit en 2024 et c'est le dernier tome de cette duologie. Cette duologie, c'est une romance, mais comme je vous l'avais dit dans le tome 1, c'est une romance assez dramatique parce qu'elle va porter sur la maladie essentiellement d'une jeune femme. Toute la romance va être autour de cette maladie et donc le tome 1 était très triste et le tome 2 il porte sur le deuil et c'était aussi très triste. Voilà. Parce que dans ce tome 2 en fait on suit le parcours de la sœur de Poppy, qui est un des personnages principaux dans le tome 1, et on va suivre son deuil. Pour ça, en fait, elle va être amenée à partir en voyage, spécifiquement avec un groupe de jeunes aussi en deuil, et avec des psychologues qui les suivent. Et donc voilà, on va suivre en gros toutes les étapes du deuil au travers différents pays, avec différents jeunes qui ont subi des deuils de manière différente, des pertes de proches vraiment très variées de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, c'était très intéressant. Et au milieu de tout ça, il y aura bien sûr une romance. Dans ce tome 2, donc, je l'ai trouvé tout aussi émouvant que le tome 1. Alors, un petit peu moins parce que ça prenait moins aux tripes, mais ça restait quand même très triste, hein, clairement. Ne lisez pas cette romance en pensant que ça va être léger. Non, c'est triste. Ça traite du deuil chez les jeunes. C'est traité de manière sans phare, mais de manière quand même profonde. Par contre, ce que j'ai à reprocher à ce tome 2, c'est la romance. Autant sur le tome 1, je l'avais trouvée très naturelle. C'était une très belle romance, certes très triste, très émouvante, mais qui était réaliste. Voilà, je l'avais trouvée bien construite, etc. Peut-être un petit peu idéalisée, mais voilà, ça reste un roman, donc moi, ça me va en soi que ça soit un petit peu idéalisé. Dans ce tome 2, j'ai trouvé la romance trop rapide à se mettre en place, trop facile en fait. Pour moi, les 2 personnes qui se rencontrent, c'est des personnes qui sont vraiment brisées émotionnellement. J'ai trouvé que leur lien se tissait un petit peu trop rapidement et que tout était trop rose, tout était vraiment trop beau, trop vite. Et ça m'a paru vraiment un petit peu en décalage avec les thématiques finalement, qui montrent que pour faire son deuil on a besoin de temps, qu'on est tous différents face au deuil, etc. Donc toute la partie du deuil était vraiment très bien construite de ce côté-là, mais du coup en balance on avait la romance qui paraissait déséquilibrée, vraiment trop simple pour moi. Ça reste bien sûr mon avis. En tout cas, moi, cette romance, j'y ai pas vraiment cru. Alors, ça n'empêche pas que voilà, c'était mignon. Mais souvent, je me suis retrouvée à lever les yeux au ciel en me disant ouais, moi, c'est un peu trop mielleux pour moi. Il n'empêche que l'autrice n'est pas tombée dans l'écueil que je craignais. En fait, quand j'ai vu cette romance un peu trop facile, j'avais peur qu'elle tombe dans, en gros, grâce à l'amour, on guérit. Non, l'autrice n'est pas tombée dans cet écueil. Donc ça reste hyper intéressant par rapport à tout ce qui va concerner le deuil et c'était bien traité justement. Est-ce que vouloir s'appuyer sur une autre personne dont on va tomber amoureux va nous aider à faire notre deuil? Voilà, cette question a été traitée en fait, elle n'était pas ignorée et c'était vraiment bien. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé découvrir dans 1000 morceaux de cœur brisé, c'est différentes traditions au fil des pays qu'on traverse. Alors, je vous dévoile pas les pays parce que moi j'ai adoré les découvrir moi-même pendant ma lecture. On parle des traditions certes autour de la vie et de la mort, mais d'autres également que j'ai trouvé vraiment très très belles et dont l'une est en lien avec le titre d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça très beau, très poétique et ça permettait de découvrir des choses d'autres pays. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé et qui était bien fait je trouve dans ce qui concerne le deuil, c'est que chaque jeune déjà évidemment n'avait pas connu les mêmes types de pertes, c'était vraiment très varié, ça je vous l'ai déjà dit, mais aussi c'est que chacun avançait à un rythme différent dans son deuil et c'était ok en fait, il n'y avait pas d'injonction à aller mieux vite. Chacun faisait son chemin à la vitesse qu'il
pouvait en fonction de ce qu'il avait vécu, de sa sensibilité. Donc voilà, en gros, je suis contente d'avoir lu ce tome 2 parce qu'il apportait un nouveau point de vue après la maladie finalement, après la maladie et après la mort, le deuil. C'était vraiment la suite logique et ça permettait de découvrir un des personnages qui n'était pas vraiment présent dans le tome 1 et bien sûr qu'elle était présente, mais elle n'était pas centrale. Honnêtement, heureusement qu'il n'y a pas plus de 2 tomes parce que c'est quand même tellement triste. En vrai c'est... ça m'a brisé le cœur, hein. Cette duologie m'a miné. Même si c'était beau, oui, même si la romance était mignonne, etc. C'était quand même très difficile à lire. C'était intéressant quand même. Mais bon, voilà, quand tu te retrouves à rentrer ton bois en pleurant, parce que j'ai écouté ce tome 2 en audio, comme j'avais écouté le tome 1 en audio. Et oui, forcément, des fois, je me retrouvais dans des situations un petit peu étranges, voilà. Côté trouillomètre, c'est du 1 sur 5, mais bien sûr, c'est des sujets difficiles. Donc, soyez prévenus. Après, par rapport au fait que c'est un tome 2, vous pouvez lire le tome 1 et vous y arrêter. Aucun problème parce que le tome 1, il y a une vraie fin. Voilà, le tome 2 il permet juste d'avoir une perspective différente et une forme de suite pour un des personnages. Donc c'est intéressant, mais c'est pas vital. Si vraiment, par exemple, le tome 1 vous a trop bouleversé et que vous n'avez pas envie de replonger là-dedans, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de lire le tome 2. Ensuite, j'ai lu Femme, race et classe d'Angela Davis. C'est un essai qui a été publié en version originale en 1981 et qui est sorti en France en 1983. J'ai lu cet essai avec Je peux pas, j'ai littéculture, donc Jess, que on ne présente plus parce que quand même souvent je parle d'elle. Elle aura certainement pas sorti son avis tout de suite sur Femme, race et classe, mais je vous conseille d'aller voir son avis parce qu'il va être très très intéressant, parce qu'on a un avis globalement le même, mais je pense qu'elle va être plus à même de mettre des mots dessus et des mots différents des miens. Donc, allez voir son avis quand il sera sorti. Et pour pas le louper, du coup, abonnez-vous à sa chaîne. Angela Davis, elle est née en 1944 en Alabama. C'est une femme noire et une femme noire qui a donc vécu pendant la période ségrégationniste des États-Unis. C'est une femme militante, féministe, antiraciste et elle est aussi communiste. Et c'est tout ce qu'on retrouve dans son essai Femme, race et classe. Je ne sais pas si c'était un mot qui existait déjà à l'époque, mais c'est un essai qui traite du féminisme intersectionnel. C'est-à-dire qu'il va parler du féminisme lorsqu'on est une femme noire de classe ouvrière. Il va vraiment mélanger tous ces aspects du féminisme et non pas seulement un féminisme blanc bourgeois. Et c'était hyper intéressant. Angela Davis, dans cet essai, elle va reprendre l'histoire des Noirs aux États-Unis. Elle va partir de l'esclavage et petit à petit, elle va nous dérouler l'histoire jusqu'à du coup dans les années 80. Elle va parler de l'esclavage, de la place des femmes dans l'esclavage et comment en fait les femmes esclaves n'ont pas été considérées dans les mouvements anti-esclavagistes par exemple, dans la littérature autour de l'esclavage. Et après elle va aussi, c'était hyper intéressant, elle va aussi parler de comment lorsque le féminisme blanc s'est emparé du sujet du droit de vote des femmes, comment le racisme est venu teinter cette lutte en notamment opposant la lutte pour le droit de vote des femmes à la lutte contre l'esclavage, contre le ségrégationnisme. Tout ce qu'elle a présenté dans cet essai, c'était ça en fait. C'était comment une lutte ne doit pas ignorer une autre lutte en fait. Comment, plutôt que s'opposer, on devrait s'allier. Et en fait, comme ça n'a pas été le cas du tout aux États-Unis, comment souvent la bonne société blanche venait finalement se servir de la mauvaise place des Noirs dans la société ou de la mauvaise place des femmes noires dans la société pour venir faire valoir leur supériorité, leurs droits en priorité par rapport à ceux des Noirs. Et donc c'était vraiment hyper riche comme essai. Alors ça c'est vraiment 2-3 sujets là que je vous évoque, mais elle parle de vraiment beaucoup d'autres sujets, notamment des classes ouvrières. Alors c'est un essai, il faut être bien réveillé pour le lire. Parce que moi j'avoue, quand j'ai commencé à le lire, je le lisais le soir avant de m'endormir. C'était vraiment pas une bonne idée. Parce qu'il est complexe dans son écriture, pour plusieurs raisons. Alors, il est complexe pour moi, peut-être qu'il ne le sera pas pour vous, et je pense que Jess, d'ailleurs, l'a trouvé bien plus abordable que moi. Moi, là où je l'ai trouvé compliqué à lire, une première chose, c'est que Angela Davis, elle nous parle d'un pays qu'elle connaît, d'une histoire qu'elle connaît parce que c'est son histoire. Et donc parfois, elle ne va pas détailler. Par exemple, quand elle parle de la période ségrégationniste, elle ne reprécise pas forcément les années, elle ne remet pas forcément en contexte global. Et donc, moi j'étais un petit peu perdue, elle nous parle de certains événements qui se sont passés et elle ne fait pas de détails. Par exemple aussi, elle parle du lynchage, mais elle ne le définit pas, le lynchage des Noirs. Alors, on le comprend dans sa manière d'en parler, mais des choses ne sont pas définies ou alors elles sont vraiment juste succinctement évoquées. Et moi, j'avoue, j'étais souvent
perdue dans tout ce qu'elle racontait, qui était spécifique du coup vraiment à l'histoire des Noirs, à l'histoire de l'esclavage, à l'histoire des femmes noires, aux grandes figures qui ont œuvré dans ce cadre. Moi, j'étais parfois perdue parce que voilà, elle était dans son univers. Je connaissais pas assez bien le sujet pour vraiment, je pense, tout bien comprendre. Alors bien sûr, j'ai compris les idées, mais c'était pas toujours très clair et très fluide. Ça m'a demandé énormément d'efforts pour comprendre. Et la deuxième chose qui fait que c'était dur pour moi à comprendre, c'était la manière d'écrire. Parce qu'en fait, Angela Davis, dans cet essai, elle utilise une forme d'écriture qui est un petit peu particulière. C'est qu'elle utilise beaucoup de citations pour parler de ses idées, ou de ses idées, ou de ceux avec quoi elle n'est pas d'accord. Et pour ça, elle utilise des citations d'autres personnes, mais c'est vraiment dans le texte. Parce qu'après, il y a aussi des citations qui sont, elles, un petit peu à part, et elles sont bien identifiées. On est dans la citation littérale de la personne, mais parfois, c'est vraiment dans la narration, si je puis dire. Elle va citer des gens de manière indirecte. Pour moi, ça rendait la lecture complexe, parce que c'était pas toujours fluide, c'était assez répétitif parfois dans les idées. Alors c'est vrai que je sais que Jess, elle a bien aimé le format global parce que Angela Davis, elle va nous prendre un sujet, elle va le traiter, et après elle va prendre un autre sujet et elle va le traiter. Et donc parfois, un sujet et un autre vont se recouper. Et donc, pour moi, ça m'a fait un effet de redondance à certains moments. Mais c'est vrai que c'était pertinent dans sa manière de procéder, bien sûr qu'elle était pertinente parce que c'était bien d'avoir des blocs de sujets comme ça. Mais voilà, au global, pour moi, ça a été un essai qui a été difficile à lire. Il faut être vraiment bien reposé pour le lire. J'ai même lu une partie à haute voix parce que je n'arrivais pas à me concentrer dessus. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Je ne suis pas habituée à lire des essais de cette époque-là. J'ai lu plusieurs essais, mais vraiment qui ont été écrits de nos jours, et du coup, je pense que les formes sont différentes, les manières de faire sont différentes, et donc je ne suis pas habituée. Et en plus, c'est un sujet, pour le coup, même si, oui, l'intersectionnalité dans le féminisme, ça me parle, je le comprends, je le connais, mais là, dans le cadre vraiment très spécifique de la place des Noirs aux États-Unis sur de nombreuses années, sur toute l'histoire américaine à partir de l'esclavage, c'est un des sujets que je maîtrise pas du tout. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de lire ce livre, pour en apprendre plus. Mais du coup, c'était une entrée en matière assez complexe pour moi. Mais franchement, c'était hyper intéressant, ça m'a rendue très très curieuse. Maintenant, j'ai envie d'en savoir plus. Si jamais vous avez des idées d'essais ou de romans sur ces thématiques, c'est avec grand plaisir. J'aimerais bien lire Bell Hooks, qui je pense traite aussi de ces thèmes-là. Et ensuite, hier et aujourd'hui, j'ai lu 2 tomes du manga A Silent Voice, le tome 1 et le tome 2. Le tome 1, c'est celui-ci. C'était une relecture parce que je l'avais lu avant d'acheter tous les autres tomes, mais là j'ai eu envie, en me disant que j'allais les lire cette semaine, j'ai voulu relire le tome 1, comme ça je repars bien. Dans A Silent Voice, on suit ce jeune garçon qui harcèle cette jeune fille parce qu'elle est sourde. Elle vient de débarquer dans son école. Lui, il est absolument horrible avec elle. Et donc voilà, en gros, ce tome 1, ça va être toute leur rencontre et la manière dont il va très mal l'accueillir à l'école et la harceler tout simplement. Alors comme ça paraît assez horrible comme, comme thématique. Et oui, évidemment, on parle de harcèlement à cause d'un handicap, donc ça a un côté horrible. D'autant plus que, oui, là, on a vraiment la critique de ce jeune garçon dans ce tome 1. Enfin, la critique. On nous montre ce qui est fait, ce qui est critiquable. Mais ce qu'a fait l'autrice, c'est qu'elle nous montre aussi comment, en fait, même les adultes, face à cette jeune fille qui a un handicap, qui est malentendante, comment eux aussi vont, à leur manière, pas être harceleurs, mais avoir une position de laisser faire un peu, de pas gérer correctement cette jeune fille. Le professeur, par exemple, ne fait aucun effort en classe, c'est aux autres élèves de se débrouiller pour lui faire noter ses devoirs, par exemple, etc. J'ai trouvé ça très bien fait parce que l'autrice, elle nous montre des choses problématiques, mais sans nous les dire. C'est simplement montré à travers l'histoire et c'est à nous de le comprendre. Et j'ai trouvé ça très bien fait. Et d'autant plus touchant. Et dans ce tome 1, je trouvais qu'on était beaucoup centré sur les personnes problématiques, finalement, et assez peu sur la jeune fille, qui s'appelle Choco. J'espère que dans les autres tomes, elle va prendre un petit peu plus de place et qu'on va apprendre à la connaître, parce que pour l'instant, on ne la connaît pas. Dans ces 2 premiers tomes, c'est très très léger. Alors dans le 2e tome, voilà, on est quelques années plus tard. Et Shoya va essayer de se racheter pour ce qu'il a fait. Il se rend compte que vraiment il a été horrible avec cette jeune fille. Et dans ce tome 2, voilà, on va aborder plutôt des questionnements sur se remettre en question, sur l'amitié, sur le rôle aussi des parents, des proches de cette jeune fille, de Choco, qui ont aussi un rôle à jouer. Mais là encore, dans ce tome 2, on n'en sait pas beaucoup plus sur Choco, donc un petit peu, mais pas tant que ça. On est
On est encore trop du côté de Shoya, je trouve, du jeune garçon. J'ai hâte de continuer cette série. Il y en a 7, ils sont tous là derrière. Chlouk. Et j'aimerais bien les lire cette semaine, là, on va en faire un par jour, parce que vraiment, j'aime beaucoup. C'est des thématiques vraiment importantes et c'est traité de manière assez subtile, j'ai l'impression. Jusque là, en tout cas, sur ces 2 premiers tomes, c'est vraiment traité de manière très subtile, donc j'ai hâte de lire la suite. Et tout le monde me dit que c'est absolument génial, donc clairement, j'ai qu'une envie, c'est de continuer. Le troyomètre est à 2 sur 5. Non, le troyomètre est à 1 sur 5, même pas peur. Dans ma lecture fil rouge du mois de mars, je suis toujours dans Elles ont conquis le monde, aventurière de 1850 à 1950. Je suis trop contente, j'ai lu la petite biographie de Fanny Stevenson, très courte, et ça tombe bien parce que pour un prochain challenge dont je vous parle vendredi, je vais lire sa biographie complète d'Alexandra Lapierre, donc de la même autrice. J'ai super hâte de sortir cette biographie, sachant que sa biographie s'appelle Fanny Stevenson, entre passion et liberté. Et j'ai aussi lu encore une Fanny qui m'a marquée là dans celle que j'ai lue cette semaine, Fanny Bullock Workman, et notamment parce qu'en fait son histoire faisait le lien avec l'essai Femme, race et classe d'Angela Davis, parce que cette femme, Fanny Bullock Workman, c'était donc une aventurière avec son mari et ils ont notamment gravi plusieurs cols dans l'Himalaya. Elle a été une de ces femmes en haut d'un col vraiment très 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 haut, à montrer une pancarte pour le droit de vote des femmes. Voilà, Votes for Women. Je trouvais ça assez marrant comme anecdote, alors que pile au même moment, je lisais cet essai qui se passait donc exactement au même moment. Petite coïncidence, mais bon, en même temps, c'est Mars au féminin, je lis des trucs féministes, tout est lié, c'est quand même un petit peu logique, on est d'accord. En tout cas, je passe toujours un très bon moment avec Elles ont conquis le monde. Et ben voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous vendredi avec une vidéo un peu spéciale. Si vous voulez pas la louper et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que déjà, rien que pour l'intro, il faut voir cette vidéo. Bon, après c'est mieux si vous restez toute la vidéo, mais c'est un moyen d'être sympa et de vous plaire. J'espère que ça vous fera rire autant que moi quand je l'ai tourné avec John. Si John vous manque, rendez-vous vendredi. Il était un peu trop présent dans cette vidéo d'ailleurs. Bref, j'arrête de vous teaser cette vidéo. Je vous dis rendez-vous vendredi donc pour la prochaine vidéo un peu spéciale. Et sinon, à la semaine prochaine pour mes lectures de la semaine. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous avez lu cette semaine. Si vous avez des conseils de lecture parce que vous avez eu des coups de cœur ou alors des déceptions et que vous souhaitez en parler, parce que parfois en parler, ça fait du bien. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!